LinkedIn, c'est ton passeport à vie, surtout quand tu es Hmm. sales. On sait que c'est pas la motivation qui va te ramener l'action, mais c'est souvent l'action qui amène la motivation. Faites toujours comme si vous avez un pipe plein. Maintenant, j'ai l'impression que c'est 10% de ventes qu'on peut faire dans l'appel et 90% qu'on fait dans le suivi. Salut à tous, salut à toi Jules, bienvenue, Salut Rachid. bienvenue. Donc, première fois qu'on échange ensemble en visio, donc pour un interview, podcast, c'est un grand plaisir de te retrouver parmi nous aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu veux savoir, Rachid, sur moi? Euh, Tout, Ouais, qui tu es, ce bon, que tu fais, d'où tu es parti, où tu es arrivé. allez, ça marche. Je vais essayer de faire ça assez condensé. On pourra apporter un peu de profondeur derrière si tu as des choses sur lesquelles tu veux revenir. Je m'appelle Jules Gardère, je suis cofondateur et Head of Sales de Skelesia. On va voir que le rôle de Head of Sales prend aussi un peu de liberté sur d'autres parties, mais on va dire que c'est ce qui va le mieux résumer aujourd'hui le poste. J'ai fait beaucoup de ventes par le passé, un peu de marketing, de l'entrepreneuriat avec différentes expériences plus ou moins réussies. Là, ce qui est déjà, c'est celle qui prend forcément prend le plus. Ça fait 4 ans qu'on existe. On pourra aussi revenir sur ce qu'on fait concrètement. Je fais de la vente de biens, j'ai fait de la vente de services, j'ai fait de la vente d'alcool, de la vente de mobilier, là du service avec de l'accompagnement du coup avec Skelisia. Et voilà, aujourd'hui on est une vingtaine dans la boîte. Moi j'ai une équipe sales de 7 personnes avec 3 gros pôles à l'intérieur de l'équipe sales. Une partie SDR setting qui sont là pour booker davantage d'opportunités, booker davantage de rendez-vous. Les business stratégistes qui sont l'équivalent de closer, à compte exécutif, sales. Enfin, après vous les appelez comme vous voulez en fonction de vos verbatims. Et une partie account management qui est là pour faire en sorte qu'une fois qu'un client reste chez nous, enfin rentre chez nous, il puisse rester le plus longtemps possible. Voilà en gros pour Ok. le résumé extrêmement sommaire de ce que j'ai fait et ce que je peux faire aujourd'hui. Et si tu as des choses sur lesquelles tu veux qu'on revienne, je t'en Yes, prie. yes. Alors, moi, je connais bien Skelesia parce que on a été amené à collaborer ensemble sur 2 missions. Euh, D'ailleurs, ça a été un grand plaisir aussi. Euh, Est-ce que tu peux présenter Skelesia? Qu'est-ce que vous faites? À qui vous vous adressez? Ouais, bien sûr. Alors, Skeleza, on accompagne des entreprises B2B à développer leur croissance. Une fois que j'ai dit ça, j'ai absolument rien dit. En gros, on s'est rendu compte il y a 4 ans que les échecs entrepreneuriaux, entrepreneuriales, sont toujours les mêmes et sont toujours avec les mêmes causes et les conséquences sont exactement les mêmes. Et la réalité, c'est que ces échecs, la plupart du temps, ils auraient pu éviter si l'entrepreneur, donc la personne qui dirige la boîte, avait un peu plus de compétences. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit qu'il y avait besoin de 2 choses en fait pour pouvoir développer ses compétences. Ben, pour pouvoir développer une entreprise, tu dois internaliser des compétences et ça passe d'abord par l'entrepreneur et deux, avoir une approche beaucoup plus globale de la croissance. On a beaucoup d'agences qui faisaient du SEO, on a des agences qui font du call mailing, des agences qui font de la vente et qui sont en fait des entités indépendantes, tu vois, de la croissance. Or, faire de la croissance, c'est une mécanique bien plus complexe que uniquement un bon commercial, un bon produit ou un bon SEO, mais c'est quelque chose de plus global. Donc, on a développé une méthodologie qui permet d'aller créer des synergies entre ces différents pôles pour pouvoir derrière accélérer. Donc, 2 particularités. Internalisation des compétences. On ne fait pas pour toi, on fait avec toi. Tu montes en compétences et tes équipes aussi. Donc, tu deviens autonome sur les sujets qu'on va traiter. Deuxième particularité, on a une approche 360 de la croissance qui te permet justement d'identifier les goulots d'étranglement dans ton business et de pouvoir les régler derrière. Et majoritairement, on va accompagner des boîtes qui font entre 200 000 et après 10 millions, 20 millions, même des gros groupes parfois. Ok. Dans ta présentation tout à l'heure, tu as parlé de ton parcours dans la vente. Tu as fait de la vente Mm. d'alcool, d'immobilier et autre chose. Donc, c'était du B2C, je présume. Il y avait du B2C. B2B.
B2B B2B. aussi, ok. Ok. Ouais, en fait, sur la partie alcool, c'était plutôt café, hôtel, restaurant, caviste. Mhm. Donc B2B qui, eux, derrière, allaient vendre à des particuliers. Mais on verra que, enfin, même quand Mhm. tu vends à des restaurants, il y a quand même des codes qui se rapprochent pas mal du B2C. Et après, sur la partie mobilier, historiquement, cette boîte-là était en e-commerce et fonctionnait uniquement avec les particuliers sur le mobilier. Et moi, je suis arrivé pour pouvoir développer toute la partie B2B. Donc là, c'était plus avec des agenceurs, des architectes, Ok. pareil, des restaurateurs, des espaces de cowork, etc. Mhm. Ouais. Nous, on s'adresse avec Jérémy Coleman, donc Coleman Publishing, on s'adresse essentiellement à des coachs, des prestataires de services Ouais. qui se lancent ou qui sont à quelques milliers d'euros de chiffre d'affaires, des thérapeutes, des professionnels de l'accompagnement. Et c'est vrai que pendant mon expérience avec Skelesia, là, c'était vraiment des grosses entreprises ou des entreprises dans l'IT ou dans les SaaS, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quand même une grande différence entre le B2B, comme moi je Mm. l'entends, c'est-à-dire les entreprises, vraiment entreprises avec équipe, structure, etc. Et le B2B que j'appelle le B2BC, un thérapeute ou un coach ou qui vient de se lancer, c'est un B2B aussi parce que c'est un professionnel, mais il est encore seul. C'est pour ça que j'ai rajouté juste le C derrière. Il est en lancement. Et psychologie, dans la psychologie de ces gens, dans le mindset de ces gens, il y a quand même un gouffre qui est énorme. Est-ce que toi, tu as pu le constater, tu as pu remarquer qu'il y a une grande différence? Ouais. Alors déjà, il va y avoir une énorme différence entre le néo-entrepreneur et l'entrepreneur qui a eu déjà plusieurs boîtes, déjà dans la culture de l'investissement et ainsi de suite. Quand une personne est seule, finalement, il y a très peu de frontières entre son compte personnel et son compte professionnel. Parfois même, si tu parles à des indépendants, ou à des coachs thérapeutes, peut-être qu'il y en a qui ont le statut d'auto-entrepreneur, ils ont même peut-être le même compte en banque pour les deux. Donc, pour dire à quel point la frontière est complètement, enfin, est hyper fine. Pareil, ils n'ont pas de bureau, ils travaillent de chez eux, donc ben, ils ont peut-être l'impression, tu vois, de pas avoir de frontières non plus. Ça va être une des premières différences. C'est je suis seul entrepreneur et je me lance et ce sont mes fonds propres et je génère pas encore d'argent. Donc forcément, tout ce que j'investis, ben, finalement, c'est mon argent personnel. Et j'ai une entreprise qui commence à tourner, donc j'ai créé des bénéfices, donc j'ai valorisé quelque chose avec mon entreprise, j'ai de la trésor et j'investis sur moi avec cet argent-là, qui est de l'argent professionnel. Donc déjà, ça, c'est une première frontière financière. Deuxième frontière, ça va être une frontière qui est très mentale. T'es pas émancipé quand tu fais 2 000 à 3 000 euros par mois. Tu es encore très dépendant finalement de tes résultats à court terme. Tu penses que tu peux pas te permettre de faire d'erreurs, alors que s'il y a bien un moment où il faut faire des erreurs, c'était à ce moment-là. Et je pense qu'il y a aussi une surréflexion qui est liée bah, à une méconnaissance, mais qui est normale, puisque bah, quand tu es néo-entrepreneur, t'es pas encore passé par là. Donc la suite est inconnue parce que tu l'as pas encore exploré, et sinon ce serait pas encore inconnu. Donc l'idée, c'est sûr que si on parle de vente, il y a des boulons, on va dire, à resserrer ou à desserrer avec le B2C qui vont être différents du B2B, mais même sur des boîtes qui sont très avancées, l'entrepreneur, enfin, la frontière entre sa vie privée et entre sa vie professionnelle, elle est quand même extrêmement fine. Elle est quand même extrêmement fine. Ouais, non, ça a beaucoup de sens. Il y a beaucoup plus la peur du risque quand on est néo-entrepreneur que quand on est entrepreneur aguerri. Et justement, genre, ça en découle sur la posture en fait du sales de toi ou de tes équipes. Comment vous traitez, quelle est la différence de posture que vous avez lorsque vous adressez à un entrepreneur qui est débutant et un entrepreneur qui est vraiment aguerri? Est-ce qu'il y a une différence dans la posture? Alors, c'est pas forcément entre les débutants et les aguerris, ça va plutôt être en fonction des personnalités. Tu vas avoir des pratico-pratiques avec qui tu vas parler business, tu vas vraiment parler chiffres, tu vas avoir cette approche, tu vois, plus technique avec ces profils-là, et tu vas avoir des profils beaucoup plus émotionnels, beaucoup plus dans l'empathie et ainsi de suite, où là, du coup, tu vas rentrer dans quelque chose d'assez différent. En réalité, ces types d'entrepreneurs, tu les as au début comme sur des entrepreneurs qui vont être plus avancés. Euh, Forcément, tu vas user beaucoup plus de pédagogie avec quelqu'un qui est plus jeune. Tu vas faire attention avec les verbatims que tu vas employer. Tu vas essayer d'avoir un discours
éviter le jargon au maximum. On s'en fout que tu comprennes ce que tu dis. L'important, c'est que surtout que les prospects comprennent ce que tu dis. Donc, on s'en fout d'aller utiliser des termes techniques. Si ça passe pas et que tu viens utiliser des termes de fou furieux juste pour faire le cador, en fait, derrière, tu vas juste faire flipper les gens pour absolument rien. Donc, c'est peut-être une simplification du discours. Derrière, bah, tu vas peut-être avoir aussi des appels qui sont un peu plus courts parce que ben, pour aller auditer un système qui fait 2 millions d'euros et auditer un système qui fait déjà 3 000 euros, en 3 phrases, tu sais déjà où ça coince et tu sais déjà où c'est problématique. Donc peut-être que tu vas aussi écourter, tu vois, un peu la durée des appels, donc ton process de vente et ton cycle de vente. Et après, dans la manière de traiter avec des entrepreneurs qui sont un peu plus avancés, il peut y avoir des parties prenantes qui vont être différentes. Là où quelqu'un qui arrive et qui est seul et qui fait 3 000 à 4 000 balles, où ils sont deux, trois, bon, le process de décision, c'est quand même assez rapide, hein. Alors, je sais qu'il y a ce fameux en B2C, je dois en parler à mon conjoint ou ma conjointe. Bien évidemment, ça peut arriver. Quand tu pars sur des boîtes qui sont un peu plus grosses, tu vas pouvoir faire rentrer d'autres pôles, d'autres personnes. Parfois, tu vas avoir du directeur administratif et financier. Parfois, tu vas avoir du cofondateur. Parfois, tu vas avoir des head of marketing, etc., etc. Donc, ça complexifie parce qu'il y a des intérêts aussi qui sont différents. Et il faut bien faire attention d'avoir tout le monde autour de la table et de pouvoir concilier les enjeux de chacun. Cool, merci à toi pour cette réponse complète et concrète. J'aime souvent dire que, en fait, que, que tu es n'importe quel type d'entrepreneur devant toi, tu dois te mettre à son niveau. Est-ce que ça a du sens pour toi? Euh, oui, oui, tu dois te mettre à son niveau. En tout cas, ça fait écho justement à cette idée de jargon, cette idée de verbatim. En Ouais. fait, forcément, tu dois, peu importe l'entrepreneur, mais même la personne, tu vois. On dit que l'intelligence, c'est la faculté et la capacité d'adaptation. Bon, bah, c'est ça. T'as une personne, si toi, t'es capable, tu sais, souvent, t'as les octaves dans la voix, t'as plusieurs octaves. Donc, quelqu'un qui est capable d'aller du très aigu à très grave et qui est capable de jouer sur différentes gammes et différentes octaves. Plus c'est large quand tu vas chanter et plus tu peux aller dans des tonalités très hautes et dans des tonalités très basses. C'est Hmm. exactement pareil en fait. Si tu arrives à jouer toi avec tes octaves dans ta capacité d'adaptation, tu es capable de t'adapter, de parler et à un prospect qui est néo-entrepreneur et à un prospect qui fait 10 millions d'euros par an, bah, c'est magnifique en fait. C'est que ta Yes. capacité d'adaptation et tes octaves finalement Hmm. sont assez larges. J'ai vu dans un de tes derniers posts que tu as fait sur LinkedIn, tu as parlé des 7 erreurs de la vente. Euh, si on se focus juste sur l'un de ces 7-là, qui était la demande. Je sais pas si tu te souviens un petit peu dans ces 7 erreurs, la demande. Je suis Et assez je, amnésique avec ce que j'écris sur LinkedIn. Donc, rappelle, je ouais, pense me rappeler, c'est le fait d'être en demande. c'est ça. Et ça, je le remarque et je le vois de plus en plus dans mes coachings, mais aussi dans les réécoutes d'appels que je fais. Et c'est vrai que quand tu es dans de la demande, là, il y a quelque chose qui se casse, en quelque sorte. Quand un sales est en demande, et j'arrive pas à comprendre pourquoi justement un sales a toujours cet état d'esprit de vouloir demander, alors que la base initiale, c'est de comprendre. Parce que tu ne peux pas vendre sans comprendre. Et Pourquoi? Parce que c'est lui qui va chercher un truc, hein. ouais, Enfin, mais les sales justement, se j'en mettent dans découvre. cet état d'esprit. Ouais. Qu'est-ce que tu leur dis, toi, à tes sales, justement, que quand tu remarques en tout cas et que tu analyses et qu'il y a trop de demandes? Mhm. Alors déjà, ça va se jouer énormément sur la posture par rapport à la demande. Donc non verbal et paraverbal. Donc l'intonation, la manière de poser des questions, euh, la posture, la gestuelle, euh, le rythme aussi, donc tout ce qu'on n'entend pas, mais les silences, les temps d'arrêt, tout ça, c'est quelque chose qui va impacter forcément directement sur la demande. La deuxième chose, je les, j'essaye de les conditionner et je leur dis, faites comme si vous avez toujours un pipe plein. Faites toujours comme si vous avez un pipe plein. Pourquoi? Parce que si tu sais que tu as un pipe plein, tu sais que si cette opportunité, tu la loupes, ben finalement, tu en auras derrière. Donc forcément, tu vas avoir une attache émotionnelle complètement différente par rapport à cette vente-là, puisque tu vas mettre beaucoup moins d'enjeux, puisque au pire des cas, ça passe pas. C'est pareil, quand ils vont me qualifier un prospect, qu'ils vont le faire passer en R2 et que c'est un petit peu bancal, je leur dis, OK, je leur pose la question,
Est-ce que si tu avais eu un pipe plein et est-ce qu'aujourd'hui, si ça avait été chaud dans ton agenda pour caler des R2, est-ce que tu l'aurais fait passer? Oui, non. Non. Bon, bah, ça veut dire qu'il n'est pas qualifié. Là, tu l'as fait passer par rapport au contexte qui est j'ai un pipe qui est pas forcément plein, donc j'ai de la place, donc je vais essayer de combler justement cette partie-là. Donc c'est de les conditionner au maximum à ça. Derrière, conditionner aussi leur l'importance de la vente, tu vois, de leur côté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'eux, ils vont avoir 10, 15 appels peut-être par jour. Ils vont peut-être en avoir, je sais pas, 40, 50, 60, on s'en fout par semaine. La personne qui est là, elle, a un appel avec eux. Donc, eux, c'est un pourcentage infime finalement de leur temps qu'il faut qu'il y aura un avant, il y aura un après. Si la vente se fait pas, ça va pas leur changer la vie. Par contre, pour la personne qui est en face, si la vente se fait ou la vente se fait pas, ça va peut-être changer les prochains mois, voire les prochaines années de ton business. Eux, bien évidemment, ils vont peut-être prendre leur com, mais on s'en fout, ils en ont déjà pris avant, ils en prendront après les commissions. Donc en fait, c'est simplement désacraliser ce moment-là et être à 200% dans l'appel, dans l'échange et ouais, Mmh, juste avec la personne qui est en face. mmh. Focus sur la personne, vouloir s'intéresser profondément à la personne, ça c'est la base. C'est très intéressant ce que tu partages. J'ai analysé avec Jérémy, on a analysé effectivement que le marché en fait il a vraiment évolué en termes des Mhm. comportements de vente, d'achat. Euh, je dis souvent qu'on est maintenant en fait sur l'ère de la méfiance et que le remède c'est la confiance. Et la confiance, ça va passer par pas mal de choses. Euh, et l'une des clés aujourd'hui, je pense, pour la confiance, c'est la création de contenu. Je le vois, toi tu le fais chez Skillesia, vous avez cette Mhm. culture où tous les membres commencent à partager du contenu. Euh, Comment vous avez fait pour installer justement cette culture d'entreprise? Ouais. Euh, alors déjà, c'est dans l'ADN de la boîte. C'est-à-dire qu'on a d'abord beaucoup tourné sur l'inbound et sur la partie média, et après sur l'outbound. On a une particularité qui est qu'on est une média compagnie. C'est-à-dire qu'on a développé un média à proprement parler, qui pourrait quasiment être indépendant. Donc on a une newsletter, on a un podcast, on a des posts sur LinkedIn, on a un blog, on a un petit peu Instagram, une chaîne YouTube, enfin bon bref, on a plein de choses en fait autour de ça. Donc Scalyzer, on l'a toujours développé comme un média entrepreneurial et l'idée du média dans un premier temps, c'est pas de monétiser. L'idée c'est d'apporter un maximum de valeur pour justement créer cette confiance-là, faire grossir la communauté. Une fois que tu as une communauté, voire même, je vais pas parler de communauté, je vais parler d'audience parce que en fait, l'audience est quelque chose de très direct et de très descendant. Tu t'adresses à une audience. Pour avoir une communauté, il faut que les gens parlent entre eux. Là, tu as une communauté. Là, c'est plutôt une audience qu'on va avoir. Euh, et c'est quelque chose de, ouais, c'est quelque chose de très direct. Et derrière, tu peux peut-être aller monétiser si tu as envie de le monétiser. L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils cherchent à monétiser leur audience dès le départ. Sauf qu'ils n'ont pas encore créé la confiance. Donc, en fait, tu as trop de barrières à l'entrée pour pouvoir avoir ben, ce momentum pour créer cette audience-là. Donc voilà comment ça s'est un peu fait. Benoît avait une appétence lui pour la partie écriture, mais après ça aurait très bien pu être tu vois de la partie vidéo, mais lui a une historique de journaliste du coup, c'est ce qui lui parle le plus. Moi, je me suis jamais considéré comme un créateur de contenu, mais plutôt comme un sales, head of sales qui documente son parcours. Mais si pendant 2 semaines tu me vois pas sur LinkedIn parce que c'est le rush et qu'il y a des trucs à gérer en interne, c'est pas très grave. Je vais pas, tu vois, je vais pas faire une syncope en gros parce que je publie pas pendant une semaine. Il y a Hmm. j'ai aucun problème avec ça. Mais petit à petit, ben, en documentant mon parcours, tu vois, ça commence à grimper. Puis après, ça rentre aussi dans une stratégie. Et pour répondre à ta question, comment on a mis cette culture en place, ben, on invite toutes les personnes de la boîte à publier. On essaye de leur partager les bonnes méthodologies pour qu'ils puissent publier, leur montrer l'intérêt aussi de la publication. Parce que quand tu as un profil LinkedIn, c'est ton passeport à vie. Surtout quand tu es Hmm. sales. À l'époque, tu avais un peu les hommes de réseau qui avaient des carnets d'adresses, ils avaient un petit carnet avec des choses écrites à l'intérieur, mais qui étaient un peu volatiles, quoi. C'était un bout de papier. Aujourd'hui, ce passeport-là, tu es capable de le montrer, tu es capable de le valoriser. Tu vas dans une boîte, tu as 20, 30 000, 40 000 personnes qui te suivent, que ce soit pour un recrutement, ben, regardez, ça, tu peux le négocier dans ton salaire. Si tu lances ta boîte,
tu as déjà une base aussi pour pouvoir développer. Et la question, c'est comment, en tant que sales, tu vas venir créer ton propre écosystème. Parce qu'en fait, un sales, c'est une entreprise qui délivre pas de produit, c'est tout. Mais sinon, tu as un produit à vendre, tu as un réseau, tu as une marque qui est personnelle et tu as des équipes avec qui tu bosses. Donc en fait, tu as tous les mêmes, tout comme une entreprise en fait. C'est Ouais. exactement la même chose. C'est juste que tu ne délivres pas le produit. Donc comment toi, tu vas être ultra résilient, tu vois, à développer ce propre écosystème autour de toi que tu vas être capable d'emmener d'une expérience à une autre, qu'elle soit salariée, employée ou qu'elle soit entrepreneuriale. Ouais, ça a beaucoup de sens. J'ai commencé à poster, moi, régulièrement, ça fait maintenant un an, presque un an et 3 mois, où tous les jours je poste. Et j'ai pris goût après, en fait. Tu partages Ouais. l'expérience, tu partages de la valeur, et chaque prospect que tu as, bah, forcément, tu l'agites sur ton profil, donc tu es en contact avec lui. Il va voir, il va scroller, il va voir effectivement que tu représentes les couleurs de l'entreprise, le branding, que tu parles le même champ lexical, que tu vas dans la même direction. Donc forcément, il y a un renforcement de confiance qui se crée. T'es pas juste un sales parmi les sales. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, sur 2024, il y en a trop qui attendent juste les calendriers. Énormément de sales aujourd'hui qui attendent juste qu'on leur donne des rendez-vous. Mais ça, c'est l'ancien sales. Aujourd'hui, un bon sales qui arrive à comprendre ça et qui arrive à comprendre que s'il veut bien gagner sa vie et surtout faire ses actions, ses tâches, ses responsabilités au sein de l'entreprise qu'il représente, ça s'arrête pas uniquement à prendre des appels. Tu as une stratégie de contenu pour aller te mettre en avant. Tu as aller faire du setting, d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Tu as énormément de choses. Et j'ai du mal à comprendre comment aujourd'hui un sales attend des appels sur son agenda. Puis ton contenu, il arrive à différents, il intervient à différents moments aussi dans le process de vente. T'en as où ça va travailler pour l'awareness, où ben, les gens vont prendre conscience déjà que tu es en train d'exister. Ça va arriver pour de l'acquisition, donc plus cette idée de lead generation ou même de demand generation, puisque lead generation, tu vas être un peu plus proactif. Demand generation, c'est la personne va voir ton contenu et quand elle se sent prête à prendre un rendez-vous, elle va y aller. L'avantage du réseau LinkedIn, c'est que la personne, elle peut rentrer à un instant T. Peut-être qu'à l'instant T, elle n'est pas mûre pour prendre un appel, mais à force de voir tes posts, ben, peut-être que ça se fera dans 5 6 mois et que à ce moment-là, elle prendra cet appel-là. Mais ça peut aussi intervenir avec des typologies de posts sur, par exemple, des témoignages clients, sur des use cases, sur une réussite, peu importe, ou même sur une méthodologie, une pratique que tu as pu mettre en place avec un client. Ça peut intervenir directement dans la conversion et dans le closing. Donc on voit que c'est pas uniquement pour générer des leads et pour être résilient, mais il y a aussi un impact derrière sur ton closing Et le follow-up, qui est et le très follow-up, bien sous-estimé sûr. aujourd'hui. Bien sûr. Très sous-estimé. J'ai dit une fois que avant Covid, ou justement pendant la période du Covid, on pouvait faire énormément de ventes pendant l'appel, ou dans les 24 48 heures après. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, la tendance, elle s'est inversée, que les gens, en fait, prennent plus de temps pour prendre leurs décisions parce que concurrents, parce que X ou Y challenge qu'ils rencontrent. Et que maintenant, j'ai l'impression que c'est 10% de ventes qu'on peut faire dans l'appel et 90% qu'on fait dans le suivi, qui est tellement sous-estimé. Et aujourd'hui, l'équipe, enfin, il me charrie un petit peu, il me dit, toi, tu es le roi du monologue. Je te montre mon WhatsApp, j'ai des conversations qui sont ouvertes depuis un an où il n'y a que moi qui parle. Hey, salut Jules, j'ai pensé à toi aujourd'hui, je te partage ça, ça peut t'intéresser. Tiens, il y a ça qui est sorti, ça peut te parler, etc. Et parfois, pendant un an, j'ai pas de réponse. Et je m'amuse à continuer comme ça. Et au bout d'un moment, je reçois un message. Bonjour Rachid, j'espère que tu vas bien. C'est enfin le bon moment pour moi. Merci pour tous ces partages, même si je t'ai pas répondu, est-ce qu'on peut s'appeler? Et la personne, elle est onboardée. Magnifique. Tu vois. Et ça, j'en ai des dizaines et des dizaines de conversations long terme, comme ça, hein. Quand je te dis long Mm. terme, c'est plus de 6 mois où je fais du monologue. Mais ça me dérange pas. Parce que je sais que j'apporte de la valeur à la personne, qu'elle démarre ou qu'elle démarre pas, la ressource va lui servir. Donc Mm. ça rend dans vraiment en fait ton objectif en tant que sales, fonction principale, c'est d'aider les gens. Si tu aides vraiment bien les gens et que ce que tu leur partages est bien minutieux et structuré et adéquat, au bout d'un moment, ils vont avoir envie de travailler avec toi. Ouais, bien sûr, c'est une question d'intention. Puis là, tu parles de la partie B2C.
Et sur du B2B, mais un closer B2C qui a l'habitude de faire des one call close, il va perdre ses cheveux en une semaine s'il s'attend à faire des one call close. Parce que là, les cycles de vente, t'es pas sur des cycles de vente à 3 4 jours ou à un appel. Ça, c'est le rêve. Mm. Nous, en moyenne, tu vois, t'es plus à 45 jours, t'as des trucs qui closent au bout de 6 mois, un an, et c'est pas rare. Et même des personnes qui nous connaissent depuis je sais pas combien de temps. Ça, c'est vrai pour la conversion, mais c'est vrai pour l'acquisition. Par moment, tu as des personnes qui viennent ouais, et qui prennent rendez-vous. Ben, ça fait longtemps que tu nous connais. Ouais, ça fait 2 ans. Ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment aujourd'hui? Ça fait 2 ans que tu nous suis. J'adore ce que vous faites. Eh ben, en fait, ça, c'est de la répétition. C'est comme du contenu, le follow-up. C'est que ça. C'est de l'organisation, c'est de la rigueur, c'est du tracking. Tu as une partie de la vente qui se fait forcément dans la technique, dans ce que tu vas faire dans l'appel, mais le nombre de commerciaux que je vois et qui euh, sont bons sales ou en tout cas qui font des très très bons résultats uniquement grâce à l'organisation et à leur rigueur, tu peux être sûr que si tu fais les choses assez longtemps avec l'intention de bien faire, tu es sûr d'arriver à tes résultats. C'est pareil pour un produit. En fait, c'est juste une question de durer assez longtemps. Si tu as l'intention de faire un bon produit et que tu dures assez longtemps en itérant et en améliorant ton produit, à la fin, tu auras un bon produit. La question, c'est est-ce que tu vas tenir jusqu'au moment d'avoir avoir un bon produit. C'est pareil quand tu essaies. Si tu accumules assez de pipe pendant longtemps avec la bonne rigueur dans ton follow-up, à un moment, tu feras des ventes. Tu sais pas quand. De toute façon, tu peux pas te focus sur l'output, c'est-à-dire la vente. Tu sais pas quand elle peut tomber. Par contre, tu peux te focus sur l'input, c'est-à-dire ce que tu peux faire à l'instant T. Et ce que tu peux faire à l'instant T, ben, c'est envoyer des messages, c'est continuer à contacter, c'est continuer à te mettre des tâches dans l'agenda, c'est continuer à suivre tes prospects et à apporter de la valeur. Derrière, ça tombera quand ça tombera. On s'en fout. La seule question que tu as à te poser, est-ce que j'ai bien pitché? Est-ce que j'ai bien fait mon follow-up? Est-ce que j'ai posé les bonnes questions? Est-ce que j'ai bien raccordé la douleur avec les bénéfices de l'offre? Est-ce que j'ai bien qualifié la personne? Est-ce que j'ai tous les décideurs? Toutes ces questions, ça, t'as un contrôle Mm. dessus. Le reste, non. Mm. Je leur fais, je leur partage souvent l'analogie de la pompe à eau. La pompe à eau à l'ancienne, tu viens, tu pompes, tu pompes, tu pompes, il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Et en fait, Mm. au bout d'un moment, il faut avoir cette patience de continuer à pomper. Mais quand ça sort, tu vois à quelle puissance ça sort. Ça sort vraiment Ouais, énormément d'un coup. Et après, de temps en temps, tu viens pour remettre un coup pour continuer à faire sortir. Mais le plus dur, c'est le début, c'est le démarrage. C'est, il faut y aller. Régularité, assiduité et motivation à fond, persévérance. Et ça, je leur partage ouais, souvent et toujours. ça, ça a beaucoup de sens en Je tout cas. mettrais même. Alors, je rebondis juste Mhm. sur cette partie motivation. Je fais attention, moi, avec la motivation. Ce que je leur explique, c'est que si tu fonctionnes à la motivation, t'es cuit. Parce que la motivation, par définition, elle peut être là comme elle ne peut pas être là. Donc la Mhm. motivation, ça veut dire, je vais me lever, si aujourd'hui je suis motivé à faire mes follow-up, je vais les faire. Euh, je vais aller au sport quand je suis motivé. Donc ça veut dire que si tu es fatigué, eh ben, tu vas pas au sport. Si t'es pas fatigué, tu vas au sport, etc. Quelqu'un qui va au sport tous les jours, il se pose pas la question de savoir s'il est motivé ou pas. Donc je préfère travailler à l'habitude qu'à la motivation. C'est-à-dire se bloquer des moments où tu ne réfléchis pas à savoir si tu vas le faire ou si tu vas pas le faire. L'habitude te permet de créer des résultats, tu vois. La motivation, ça va pour mettre des coups de boost, peut-être sur un trimestre, peut-être sur une semaine, Mhm. peut-être à la fin du mois, si tu veux aller doper une habitude qui est déjà existante, tu vois. Mais par contre, je considère que l'action initiale ne doit pas venir de la motivation, mais d'une rigueur. Ouais, très Voilà. pertinent. Très, très pertinent. Ouais, je te rejoins. Moi, sur mon agenda, c'est des créneaux de 30 minutes qui sont réservés 2, 3 fois par jour. Fait spécifique follow-up. Et Tu te laisses pas le choix. ah ouais, ouais, pas le choix. Pas le choix. Et en même temps, après, du temps libre, on en a souvent. Du temps où Hmm, bah, ne serait-ce que, je sais pas, moi, t'es aux toilettes, à ton téléphone, tu scrolles sur Instagram, fais du follow-up. Tu vois, c'est tout hmm. bête, mais tu peux trouver des petits Ouais. créneaux comme ça. Ok. Écoute, en tout cas, je te remercie pour ces partages. C'était lourd. On peut parler chiffres. Oui, avec Chiffres. plaisir. D'une année à l'autre, là, vous avez fait en termes de chiffre d'affaires. Alors, j'aime bien parler de l'encaissé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de closer. Nous, avec Hmm, Coleman Publishing, voilà, on s'adresse vraiment. Quand on parle de chiffres, c'est encaissé. hmm. En 2023, vous êtes passé de 2022 à 2023, vous avez fait une croissance de combien?
On a pris 1 million en plus. Ok. Et selon toi, En gros, on a doublé quasiment tous les ans. Euh, Là, cette année, ça va pas doubler, mais pour une raison assez simple. Quand tu fais 500 000, ça va te faire 1 million l'année d'après. Quand tu fais 1 million, ça va te faire 2 millions l'année d'après. Quand tu commences à faire 2 millions, c'est de plus en plus compliqué de compter en multiples. Donc, tu peux on est pas d'accord. forcément faire x2 à chaque fois, tu vois. On est Mais ne d'accord. serait-ce que sur 2 millions, si tu viens chercher un 30% de croissance, on parle quand même de 600 000 euros. Donc, à un moment donné, en fait, tu rentres dans une logique qui est différente. Et surtout, il y a un moment donné où dans ta croissance, le chiffre d'affaires, on commence à s'en foutre un peu. Parce que tu commences à bâtir quelque chose où, au-delà de l'encaisser, moi, ce qui va m'intéresser, c'est aussi l'EBITDA, tu vois. C'est aussi la rentabilité derrière. Est-ce que tu fais 2 millions et tu te mets 1 million dans la poche? Est-ce que tu fais 2 millions et t'en perds 150 000? Encore une fois, c'est OK d'en perdre 150 000 si tu sais que l'année d'après, c'est pour bâtir autre chose. Il n'y a pas Non, de on est souci aussi avec complètement ça. d'accord. On est complètement d'accord. Et là, les années où vous avez doublé, selon toi, si tu Hmm. dois donner les trois critères principaux qui vous ont permis de doubler, c'était quoi? Ouais. L'intensité. L'intensité, c'est-à-dire intensité dans le nombre d'appels qu'on a pris, intensité dans le nombre de posts qu'on a fait, intensité dans les vidéos, tu vois, qu'on pouvait sortir. Donc en fait, on n'était pas dans une phase de réflexion à ce moment-là. Et d'ailleurs, quiconque est en dessous du million, la phase, le moment n'est pas à la réflexion, tu vois. Euh, Si je demande à n'importe qui, qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre 1 million, tout le monde va te répondre la même chose. Ben, il faut prospecter, ben, il faut faire des posts sur LinkedIn, sur Facebook, il faut faire des vidéos YouTube, etc. Là, ça veut dire que tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire, tu vois. Le quoi, ils l'ont déjà. Occupe-toi du quoi et à partir d'1 million, tu t'occupes du comment, tu vois. Concrètement, maintenant, tu viens faire les choses. Mais une approche, du coup, intensive, itérative, qui est, ben, plutôt que de réfléchir, tu testes avec un feedback le plus rapide possible pour pouvoir améliorer derrière. Et surtout, tu viens mesurer. Tu itères, tu mesures, t'améliores, tu itères, tu mesures, t'améliores, et ainsi de suite. Ouais. Jusqu'à commencer à trouver une première formule. Ça a été, je pense, la chose la plus importante pour nous. Le branding, on a très rapidement investi sur le branding, là où les gens ont tendance à un peu délaisser justement cette partie branding. Alors, je ne conseille pas forcément d'investir sur ta brand au départ. Encore une fois, même ton 0, 200 000, bombarde, prospecte, contacte des gens, multiplie les points de contact, multiplie les interactions avec les personnes, et ça ira. Mais après, très rapidement, commence à bâtir ce qu'on appelle des assets un peu plus moyen, long terme. Des choses avec lesquelles tu vas redémarrer tous les ans et qui vont grossir d'année en année. Par exemple, ta chaîne YouTube, au début, ben, tu vas avoir 0 personne. Peut-être que l'année d'après, tu recommences début 2022, tu auras 2 000 personnes qui te suivent. Puis tu recommences 2023, tu vas avoir 5 000. Et là, tu vois, par exemple, on commence 2024, ben, on a 18 000 personnes sur la chaîne. Tout ça, c'est des assets que tu bâtis et qui vont grossir en même temps que ta boîte. Donc, réfléchis à quelles sont ces fondations solides qui vont être en fait des piliers derrière de ta boîte et qui vont te permettre d'être résilient au fur et à mesure. La newsletter aussi en fait partie. Donc, essaye de développer un média le plus rapidement possible et arrête avec ce secret industriel de il y a que moi qui ai la méthode, il y a que moi qui ai le secret, moi je le donne qu'à mes clients parce que il faut payer pour découvrir ça. On n'est plus là-dedans. Si t'es Ouais. là-dedans, tu peux être sûr que tu auras 0 client parce qu'aujourd'hui le l'acquisition est bien plus à la valeur délivrée, tu vois, que au secret de Polychinelle à vouloir vendre uniquement à tes clients. C'est même pas la peine d'essayer, quoi. Même ça a beaucoup de sens. Ça a énormément de sens. Donc, tester la règle du x10, intensité à fond, mesurer, et développe tes réseaux, enfin, développe surtout ton contenu, partage de la valeur un maximum, connecte-toi aux gens qui te suivent, et c'est Mm. la clé. Fais 10 fois ce que tu fais déjà, en fait. Bon, Grande Voilà. Cardone, la règle du Enfin, x10. ouais. Puis tu sais, quand quand tu roules en bagnole, euh, le moment où tu accélères, c'est là où tu consommes le plus de carburant. Quand tu es une entreprise, ton carburant, c'est ton temps ou ton argent.
Donc en fait, tu vas consommer forcément plus de temps ou plus d'argent. Donc investis, soit tu as de l'argent à investir et du coup, tu investis, tu recrutes, tu te fais accompagner, tu mets plus de publicité, tu développes plus de choses, j'en sais rien. Soit tu investis du temps, si tu as moins d'argent. Et ce temps, ben, c'est les actions que tu vas passer. Soit tu investis les deux, c'est l'idéal. Au top. J'ai plus de questions, Jules. Sérieux? Est-ce est-ce que toi, tu as une question? Ouais. Je sais que t'as encaissé, t'as passé le million d'encaissés au final sur 2023. On en discutait la dernière fois. Je sais que t'avais fait le TTC, je crois, encaissé TTC, Ouais, quand on se parlait ouais, en novembre, et tu ouais, voulais aller chercher le million hors taxe. ouais. Comment on est? J'ai fait le calcul il y a 2 semaines. Début février, j'avais fait le calcul, donc il y a un mois. Hmm. 1 600 000 € TTC encaissés sur 2023, Magnifique, avec tout partenaire confondu. Ouais, magnifique. Ça a été quoi la clé? fois 10 des actions. C'était, j'ai travaillé énormément sur la gestion du temps en priorité pour voir Ouais. quelles sont les actions que je faisais qui étaient inutiles. Donc, tu sais, Mhm. la procrastination, je sais pas comment on appelle ça. Genre, je fais, Mhm. mais je pense que j'avance, mais en fait, j'avance pas. Et j'ai eu Ouais. un call avec Jérémy, on a mis ça à plat. Il m'a dit, écoute, ça sert à rien, c'est pas à toi de le faire. Délègue. Ça, c'est pas à toi de le faire. Délègue. Ça, c'est à toi de le faire. Fais. Ça, c'est à toi. Tu vois, T'as donc il y fait a vraiment une une petite matrice structuration. d'Eisenhower. Exactement. Exactement. Urgent, important, etc. Donc ça, c'était la première chose que j'ai fait. La deuxième chose, c'est j'ai intensifié les follow-up à fond D'accord. avec une organisation, une structure sur WhatsApp Business avec les étiquettes, vraiment tout structuré. Mhm. Et comme tu dis, discipline, régularité à fond. Et la troisième chose, c'est que j'ai transmis énormément sur cette année 2023 en coaching à mes équipes aussi sales. Et le fait en fait de transmettre, ça te permet surtout à toi d'ancrer ce que tu sais déjà et tu as eu beaucoup plus de facilité à le faire. Et avec cette transmission, Mhm. j'aimerais aussi mettre le contenu. Parce que le fait de partager du contenu, ça me donne plus de crédibilité, plus de visibilité. Et du coup, quand j'ai les gens au téléphone, ce sont des gens, la plupart du temps, qui m'ont déjà vu sur une des vidéos de Jérémy, Mhm. sur mes réseaux sociaux. Et donc, du coup, il y a plus de crédibilité, plus de connexion, plus de relations de confiance qui se créent. Bien sûr. Bah, on parle de, tu vas créer cet écosystème autour de soi, comme une entreprise. Forcément, la légitimité derrière qu'on vient t'accorder, elle est complètement différente. Mm. Mais ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu partages là parce que bah, on voit que finalement ça a été la rigueur. Je crois qu'aussi tu t'es fait, t'as continué à te faire accompagner en continu et Ouais, ça, je pense que c'est aussi un des points clés. On n'en a pas forcément parlé de l'accompagnement, d'aller chercher une approche extérieure. De même, quand tu crois que tu es au top niveau, on s'en fout. Euh, Michael Jordan, il se fait accompagner. Johnny Wilkinson au rugby à l'époque, il tapait des absolument. pénalités. C'était le meilleur buteur. Il continue à se faire accompagner. Barack Obama, il se fait accompagner. Donc, en fait, on s'en tape. Michael Jordan, ils lui apprennent pas à mettre des paniers, tu vois. Il sait déjà mettre des paniers. Pourtant, il y a cette importance toujours d'être coaché, que ce soit avec toi, avec nous. En fait, je m'en fous. Faites-vous accompagner. C'est Et, clair. euh, et je pense que ça aussi, c'est une des clés de la performance, quoi. Et Absolument. ça en dit beaucoup aussi sur vous. Tu t'entoures des personnes qui ont les résultats que toi tu vas avoir ou tu t'entoures des personnes qui t'inspirent par leur savoir-être, leur savoir-faire. Et ça te tire vers le haut. Aujourd'hui, je suis toujours accompagné et je sais que je vais encore prolonger et je vais encore prolonger. Tu vois, t'as toujours besoin en fait d'un avis extérieur, de quelqu'un qui va te dire fais. Moi, je fais une grande différence entre un coach et un mentor. Un mentor, j'en ai deux. Moi, il me dit fais ça, je fais ça, je réfléchis pas. Mm. Et un coach, il va me challenger, il va me faire prendre conscience de certaines choses, il va m'aider à débloquer certaines choses. Et aujourd'hui, en fait, on en a tous besoin. Il y a Jérémy qui dit souvent, on a tous besoin d'un coach, d'un mentor et d'un psy. Lui, il a rajouté même le psy. Moi, j'ai pas encore essayé le psy, mais peut-être que ça va arriver. Mais ouais, non, mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Avoir quel psychologue ou psychanalyste, je sais que les deux, ça a des approches différentes. Mais en tout cas, toutes les personnes qui ont fonctionné là-dessus,
Il y en a qui travaillent plutôt sur le futur, il y en a qui travaillent plutôt sur le présent, d'autres sur le passé, sur les points de blocage. J'ai jamais essayé le psy non plus, mais a priori, ça peut être intéressant, quoi. Ouais. Et toi, là, dans cette partie, dans cette année-là, euh, qu'est-ce que tu as, au-delà du follow-up, tu vois, sur tes appels, quels ont été tes gros apprentissages, tu vois, dans la phase de vente, dans, je sais pas, peut-être la manière de pitcher, la manière d'aller poser des questions, la manière d'aller traiter certains points. Ça a été quoi les gros changements finalement que tu as eu sur les appels autour des appels, c'est-à-dire Hmm. les follow-up? En fait, sur cette année 2023, le début de 2023, j'ai fait tout ce qu'on appelle une désinstallation de tout ce que j'avais appris dans la vente qui me desservait. Hmm. On t'apprend le traitement des objections à y aller comme un bourrin, on t'apprend à suivre des choses, on t'apprend à être robotisé, etc. Et tout ça, je l'ai désinstallé, mais complètement. Et j'ai mis en avant ma profondeur d'envie d'aider la personne. Que tu me rejoins ou que tu me rejoins pas. D'ailleurs, je leur dis toujours dans l'école, l'accompagnement que je te propose, tu peux très bien le faire tout seul. Ça peut prendre 18, 24, 36 mois. Ou ça peut prendre moins de temps si tu accélères et que tu passes plus de temps. Nous, ce qu'on te propose, c'est un accélérateur. Donc, c'est vraiment en fait cette honnêteté, cette authenticité de dire les choses clairement aux gens et non pas de les dire en arrondissant les angles. Mhm. Donc, c'est vraiment la transparence, la sincérité. Et après, c'est juste, encore une fois, c'est la profondeur de vouloir aider, à quel point tu as envie d'aider les gens. Un sales aujourd'hui qui arrive à créer de la relation de confiance, c'est quelqu'un qui va complètement se détacher de la vente dans tous ses appels. Le R1, R2, même R3 ou R5 s'il y en a. Quand tu es détaché et que tu dis les choses clairement et que tu vas dans le sens de ton prospect en lui faisant comprendre que c'est pas une baguette magique, c'est pas une science exacte, on a Mhm. une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat. Donc il y a cette chose-là, en fait, aujourd'hui, j'ai pas de script, j'ai une trame, mais elle est ancrée en moi, en fait, et je la partage dans Mhm. mes coachings. Je vais en mode freestyle dans un appel. C'est, Ça devient naturel, en fait. Un échange naturel. J'échange avec un prospect, comme j'échange avec une connaissance que je connais depuis 20 ans, ou comme j'échange avec mon voisin que je connais depuis 2 jours. Et je m'intéresse. Et donc, c'est cet art Mhm. du questionnement, en fait, c'est la curiosité de vouloir comprendre le détail du détail. Quand tu as une Ouais, personne dans l'appel qui te dit, oh, on m'avait jamais posé cette question. Ah, jamais, j'avais jamais pensé à ça. Ah, j'ai jamais réfléchi. Là, tu sais que tu vas dans le bon sens. Mais quand ouais, tu poses que des questions, que tu n'as que des réponses tac au tac, bah, c'est des questions que j'appelle en surface. C'est vraiment en surface. Et ton but, c'est d'aller en profondeur. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment, vraiment aidé. Euh, et si je dois ajouter une chose, c'est aussi le pitch. J'ai structuré en Mhm. fait mes différents pitchs en 2 étapes, en quoi et en comment. Le quoi, c'est le plan d'action qu'on va faire. Le comment, c'est vraiment comment on va le délivrer de A à Z. Et un pitch qui est fluide, compréhensible et précis fait dire au cerveau de la personne que ton accompagnement sera fluide, précis et compris. Tu vois. Quand tu Ouais, présentes de la manière floue, déjà la personne se dit, bah, la présentation elle est floue, alors à l'intérieur, je me demande ce que ça va être. ouais. Voilà. Ton pitch, il prend combien de temps aujourd'hui? Le pitch, il prend entre 7 et 10 minutes maximum. Ouais. Voilà. Et parce que je fais interagir la personne avec moi. Mhm. À chaque fois, je m'arrête. Est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que tu aimerais qu'on revienne sur certaines choses? Est-ce que ça, c'est compris? Tu vois, jusqu'à ce que j'ai des OK pour éviter justement d'arriver aux objections et de me Il dire, prend une cascade ah, dans la gueule à la voilà, fin, quoi. exactement. Voilà. Ouais. Généralement, la seule objection que j'ai à 99%, c'est les finances. Et on trouve une solution, on essaye d'aller explorer cet univers-là pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce qu'elle peut faire, comment se challenger. Mhm. Dans le, Ouais, c'est intéressant ce quoi, comment aussi, tu vois. Bah, tu connais peut-être le Golden Circle avec le why, how, what, tu vois. Hum, Euh, Moi, j'essaye de maintenant en plus rajouter le why, de faire mettre un why aux équipes, tu vois, pour venir amplifier finalement l'argument. Alors, par exemple, je sais pas, il y en a qui vont aller pitcher. Le problème, c'est qu'ils vont aller pitcher uniquement la caractéristique, parfois le bénéfice. Mais l'idée, c'est d'aller mettre encore un précadre avant ta feature. En gros, par exemple, si tu as une communauté, il y en a qui vont dire, ben, tu as une communauté où tu vas pouvoir nous contacter. OK.
Premier niveau. Deuxième niveau, tu as une communauté où tu vas pouvoir nous contacter. Et du coup, à chaque fois que tu vas avoir des questions en asynchrone, des coachings, et ben, tu vas pouvoir avoir une réponse à ça. Tu rajoutes du bénéfice. Et le truc qui a encore plus de puissance, c'est, on sait que quand on est entrepreneur, par moment, ben, on peut être seul face à ces questions, on peut avoir des interrogations et on est souvent plein de doutes. Du coup, pour pallier ça, on a mis une communauté en place qui va faire que tu vas pouvoir poser des questions à n'importe quel moment et du coup, tu seras jamais laissé sans réponse. Et là, c'est exactement la même feature, c'est exactement la même fonctionnalité, la même caractéristique dans ton produit, mais tu viens lui donner en fait un côté bien plus amplifié dans ton pitch en Mmh. rajoutant un pourquoi il y a eu ça, tu vois, encore plus que le how et le what. Pourquoi cette feature? Et ça, je sens que dans les échanges, tu vois, ça vient, Mmh. ouais, ça vient créer encore plus de Ouais, connexions, surtout si tu as bien fait ta découverte avant, tu sais exactement que cette feature, tu vas pouvoir l'amener par rapport à la problématique que tu as partagée juste avant. ouais. Je dis souvent une phrase aussi avant de faire cette troisième version que tu as donnée, c'est que la communauté, on l'a créée parce que on sait que c'est pas la motivation qui va te ramener l'action, mais c'est souvent l'action qui amène la motivation. Et parfois, quand c'est pas tes propres actions, ça peut être les actions des autres. D'où cette communauté où on y partage aussi les réussites, les ventes, les avancements, on se tire les uns les autres vers le haut. Et ensuite, je personnalise aux vrais besoins de la personne. J'aime beaucoup cette notion de pré-cadre. Tu vois, tu parlais de déconstruire justement le traitement d'objections comme un gros bourrin. Moi, souvent, je parle plutôt de prévention des objections, c'est-à-dire comment anticiper ces objections avant même qu'elles arrivent. Bah, ça, la plupart du temps, c'est les pré-cadres. C'est quel cadre tu vas mettre à l'appel ou qu'est-ce que tu vas mettre avant pour pointer du doigt le problème avant même qu'il n'arrive. Énorme. Ouais, c'est exactement ça. Et ça, souvent, c'est oublié. C'est oublié et la question à se poser, en fait, c'est est-ce que c'est le prospect qui a des objections ou est-ce que c'est toi qui as créé les objections pour le prospect, tu vois? Et la plupart du temps, c'est toi qui les as créées. Soit Absolument. parce C'est que toi tu en qui as l'as trop créé. dit, soit parce que tu as oublié Ouais. quelque chose. Ouais, ouais, mais j'ai une dernière Dis-moi. question parce que ça émerge. Euh, la partie recrutement et management, plutôt recrutement, c'est quelque chose qui est Mhm. assez challengeant sur la partie sales. Ouais, On a beaucoup de carrément. sales qui viennent et qui sortent d'écoles de closing. Je suis formé à X, Y, Z pour pas citer de prénom et de nom. Mais j'ai du mal avec ça. Parce que quand ces personnes viennent, parfois il n'y a pas trop d'expérience, parfois il y en a. Et j'ai vraiment du mal à leur faire comprendre que aujourd'hui tu dois désinstaller certaines choses pour réinstaller de nouvelles choses. Parce que bah, forcément, ils sortent d'une école, d'une académie, ils viennent d'être installés sur des scripts, des techniques de vente bourrin, des choses comme ça. Après, ça dépend à qui tu t'adresses, quelle est ton audience. Mais je suis Mhm. quand même convaincu que peu importe ton audience, elle a besoin d'humanité, elle a besoin de sincérité, elle n'a pas Mhm. besoin qu'on la prenne pour une conne. Et Mhm. j'ai été amené à faire sortir des sales de l'équipe parce que malheureusement, ça ne le faisait pas. Comment toi, tu gères ça? Quand tu as des sales qui viennent et qui te disent, ben moi, j'ai appris comme ça et je sais faire que ça. Ouais. Alors, déjà sur la partie recrutement, c'est un point essentiel, je sais pour toi, mais encore plus pour nous. Parce que toi, il me semble que c'est des freelances qui bossent avec vous. Ouais, Un freelance, tu t'en sépares assez facilement. Tu arrêtes la mission, ouais, c'est ouais, terminé. Tu peux même peut-être tester trois personnes et prendre celui avec qui ça fonctionne le mieux. Quand je te dis qu'on est 20 dans l'équipe, c'est des CDI. ouais. Ouais. Donc, je te laisse imaginer la dinguerie. Quand tu recrutes quelqu'un, en général, c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Donc, il y a déjà 3 mois, donc tu as tout le temps du recrutement. Puis en plus, tu as 3 mois de préavis. Puis après, tu vas avoir un onboarding. Puis après, tu vas avoir, même une fois que ta période d'essai, tu vas avoir 3 mois, tu vas avoir 1 mois. Et si tu veux faire quelque chose, tu dois faire une rupture conventionnelle. Cette rupture conventionnelle, elle doit être acceptée. Ça te coûte de l'argent. Donc, tu as perdu énormément de temps parce que tu dois relancer un bon recrutement, un autre recrutement. Donc, ça peut te coûter plus de 50 000 balles, voire 100 000 balles, tu vois, sur un commercial, un mauvais recrutement. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, j'ai pas forcément de personnes qui viennent d'académie, de closing ou autre, et c'est assez rare. Donc, euh, je prends rarement des candidatures déjà spontanées, et j'ai une idée assez précise du profil que je vais aller rechercher. Donc, il y a déjà une première chose, c'est d'avoir des éléments de comparaison. Donc, quand on parlait d'intensité,
Tu peux pas choisir la bonne personne si tu as rencontré deux personnes. C'est pas possible pour le poste. Il faut que t'envoies 10 pour avoir justement des vrais éléments de comparaison et pour pouvoir en fait apprécier de la personne qui a. Derrière, ça dépend aussi de l'équipe qui est déjà en place. Par moment, ça peut être OK d'avoir un profil un peu plus rouge, un peu plus requin, mais ça dépend sur quelle mission tu veux le mettre. Ça dépend de quoi tu as besoin. Peut-être que tu as que d'autres profils, tu vois, qui sont dans l'équipe et du coup, tu vas apporter une complémentarité, et ainsi de suite. Donc, il y a une notion de contexte par rapport à la complémentarité de ce que tu déjà en place. Moi, j'ai des gens qui viennent du B2B, mais j'ai déjà pris un closer qui venait plutôt du B2C, voire même qui était un setter et qui avait ces méthodologies-là. J'ai pris des personnes qui sont plus expérimentées. J'ai pris des personnes avec des profils un peu plus juniors, mais avec des gros potentiels. Ça va plus être des paris finalement que, qu'autre chose. Mais par exemple, quand tu vas voir quelqu'un qui ne pas à l'instant T. Donc ça, c'est des premières choses déjà à bien avoir en tête quand tu vas faire le recrutement. Et derrière, l'erreur que je vois beaucoup des personnes qui vont recruter des commerciaux, c'est qu'ils ont tendance à se dire, ils ont tendance à mettre la compétence de la personne au niveau du fit qu'ils ont avec la personne. C'est-à-dire, tiens, c'est un sales, moi je fit bien avec elle, donc j'ai un bon relationnel avec elle, donc en fait, ça doit être un bon sales parce qu'il a un bon relationnel. Or, compétence commerciale est très différent de fit humain avec la personne que tu vas avoir. Et ça ne viendrait pas du tout à l'esprit si tu recrutais un développeur de dire, tiens, j'ai un bon fit avec cette personne, bah, du coup, ça doit être un super développeur. Parce qu'on considère que c'est une expertise qui est très technique. Mais Mmh. comme personne n'est capable d'évaluer la compétence commerciale, ou alors que compétence commerciale est égale bon relationnel, est égale personne qui parle bien, bah, finalement, en fait, ils se font endormir pour la même raison pour laquelle cette personne va être mauvais commercialement. Tu vois? Et ça, c'est des personnes qui manquent beaucoup d'expertise commerciale. Donc nous, on va découper l'entretien avec une première phase. Est-ce que la personne est à peu près câblée cérébralement ou est-ce que on est vraiment sur un QI où ça risque d'être compliqué? Première phase. Deuxième phase où je vais venir valider les hard skills pendant une heure, je vais poser des questions sur pas mal de choses. Comment tu vas faire, je sais pas, comment tu vas auditer tel business, comment tu traites telle ou telle objection. Là, si je te donne une objection, j'essaye de voir un peu le chemin de pensée, tu vois, sur la manière dont il va venir traiter l'objection ou est-ce qu'il tombe directement dans le piège. Quel process tu as en place de ton côté? Est-ce qu'il y a un process en particulier que tu affectionnes et que tu maîtrises sur le bout des doigts? Je vais poser plein de questions comme ça et en fonction de ce que la personne et du ressenti de ce qu'elle va me dire, je vais venir creuser par rapport à une scorecard. Derrière, je vais avoir un autre appel qui va être purement roleplay. Roleplay ou use case, tu vois. Si je recrute un expert en vente, je vais faire un use case, je vais me mettre dans la peau d'un client ou je vais me mettre dans la peau d'un prospect si on veut faire un appel de vente. Et on vient tester live. Et après, le dernier appel, c'est vraiment le culture fit. C'est-à-dire, est-ce qu'on te voit évoluer au sein de Skillisia ou pas? Et est-ce que on pense que toi, c'est intéressant pour toi d'évoluer avec nous et est-ce que nous, on a envie d'évoluer avec toi? Donc, en fait, chaque étape du recrutement va valider un point spécifique. Tu peux pas faire un appel, parler une heure avec une personne, valider le feed, valider les skills, valider l'humain. C'est pas Mmh. possible parce que tu vas pas te concentrer sur les Ouais, c'est bonnes un choses et du process. coup, ça va être trop disparate. Et après, bah, tu as toujours cette notion de période d'essai qui est un peu le filet de sécurité si tu t'es trompé, en tout cas sur les contrats CDI. Et de votre côté, bah, c'est forcément plus simple parce que c'est de la Ouais. mission et que la personne, elle bosse un peu à droite à Mmh. gauche. Et après, on n'en parle pas aussi. On dit, eh, je suis tombé sur le mauvais profil. Ben ouais, mais connard, c'est quoi ton process d'onboarding aussi, tu vois? Qu'est-ce que tu as Mmh. mis en place pour que la personne, elle soit bien et que la personne, elle prenne bien ses marques, elle prenne en main le script, les process, elle comprenne un peu l'écosystème dans lequel elle évolue et comment tu la rends opérationnelle. C'est aussi une question à se poser. Mmh. Bon courage. Parce que quand c'est des CDI, c'est pas évident. En plus, le process, il est très long. Ça fait Il y mal, a hein. le filet de sécurité, ouais. Mais quand c'est un échec ce recrutement, ça doit coûter cher et ça fait mal, ouais. Ah ben, c'est compliqué, je te dis, ça vaut le coup comme on dit, il faut recruter lentement et virer vite. Ce Ouais, qui est ouais. ce qui est très compliqué quand tu es entrepreneur. Parce que la première fois que tu te sépares de personnes,
Là, je te parle pas de, tu te sépares d'un freelance qui faisait une mission et qui était 2 jours par semaine. Je te parle de, tu te sépares de quelqu'un où c'était son emploi, où il a peut-être fait un crédit justement par rapport à ça, où tu connais à 200% la situation personnelle et familiale de la personne, où ça devient des amis parce que ben on n'est pas chez EDF et que tu vois il y a pas 200 000 pélos dans la boîte, donc ben en fait on se connaît tous. Tu pars en vacances ensemble, tu te réunis tout le temps. Quand tu dois te séparer au début, c'est compliqué. Et une fois que tu t'es séparé d'une première personne, de deux ou de trois personnes comme ça, je peux t'assurer que ton plan de recrutement derrière, il change très très rapidement sur le fait de, Ouais. OK, est-ce que vraiment c'est essentiel? Tu te poses d'autres questions. Tu te poses d'autres questions. Et ça Franchement, coûte merci cher. infiniment pour ce partage. Ah ouais, le recrutement, c'est vraiment, c'est énorme. C'est un gros point, c'est un gros challenge pour les entrepreneurs Ouais, qui puis tu as vu recrutent. combien tu payes en France Énorme. Ouais. en un CDI, combien tu payes en charge Mm. sociale, patronale, etc. Quand tu payes quelqu'un 2 000 € et il n'y a pas de tu payes quelqu'un à la commission. Il n'y a pas de ça. Mm. Vous, c'est un choix que vous avez fait de passer justement sur ce modèle salarié? Ou est-ce Ouais. que c'était inévitable à un moment? Alors non, c'est un choix. C'est un choix. Sur les experts, tu vois, on a des personnes qui viennent bosser en externe. Après, bah, l'idée, c'est de pouvoir capitaliser aussi sur quelque chose parce que quand tu construis une boîte, la valorisation d'une boîte, c'est les personnes qu'il y a à l'intérieur. Mm. Si tu veux vendre quelque chose, tu vas avoir ta marque, en gros, la marque de ta boîte, Skellysia. Tu vas avoir ton média. On parlait des assets que tu es en train de bâtir au fur et à mesure. Ben, ces assets, tu peux derrière aussi les revendre. Et tu as les personnes qui composent cette entreprise, c'est-à-dire la somme de tes compétences et la moyenne de tes talents. Tu vois. Et du coup, ben, quand tu vas venir investir sur ces personnes-là, forcément, tu vas niveler vers le haut les compétences, les talents de la boîte et l'entité qui la compose. Donc, je considère Jérémy est une exception, je trouve, pour ça. Il a réussi à créer une vraie culture d'entreprise et à garder des Ouais. talents en freelance. Et je trouve ça très bien et je trouve ça super. Et ce modèle est très tentant, forcément, en termes de rentabilité, de simplicité aussi que ça peut apporter derrière. Par contre, c'est d'autres problématiques, tu vois, à gérer. Mais oui, ça a toujours été volontaire pour capitaliser sur quelque chose et Mm. capitaliser sur des talents. Ça prend du temps de se constituer une vraie bonne équipe, euh, d'identifier les points que tu as envie d'avoir, et ainsi de suite. En plus, dans de la croissance, bah, la croissance, t'évolues dans un organisme vivant, tu vois, ça crée du mouvement. Donc forcément, tu as besoin aussi d'être Mm. véloce dans tes itérations, tu as besoin d'être mobile aussi dans les personnes que tu vas voir parce que ça change tellement vite que par moment, ah bah tiens, j'ai besoin de quelqu'un d'autre ou alors, tiens, finalement, j'ai recruté un petit peu trop vite sur cette partie-là et c'est compliqué. Donc c'est chaud au début. C'est très chaud au Mm. début, tu vois, pour connaître les profils dont tu as besoin. Ouais. Ouais, c'est chaud et ça demande du temps, ça c'est sûr. Pour ma part, avec Jérémy, là j'ai une équipe de deux sales avec moi Mhm. que je connais Ouais, depuis quelques mois pour certains, quelques années pour d'autres, pour le deuxième. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les 3 4 mois, je fais une team ouais. building que entre nous trois. Et Mhm. c'est à ma charge à moi. Donc rien à voir avec Jérémy, c'est moi vraiment qui décide de faire ça. Où Ok. on va dans un lieu, on s'enferme pendant 2 3 jours, on bosse, on parle, on échange, pro, perso, on rigole, on mange ensemble. Et le but, en fait, c'est de créer cette cohésion d'équipe. Mhm. Et aujourd'hui, en fait, je sais que certaines personnes qui ont essayé de les débaucher avec des commissions plus élevées ou même des offres à étiquette beaucoup plus élevées. Et ils leur ont dit absolument, c'est mort. On change pas. On est dans la bonne équipe avec le bon head of sales et surtout avec le bon partenaire. Tu vois. Donc, Ouais. culture d'entreprise, comment tu traites les personnes avec qui tu bosses? Est-ce qu'il y a de Mhm. la reconnaissance? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour leur donner envie de rester? Et ça, c'est vrai qu'en salarié, c'est compliqué. Même si tu mets tout Bah, ça en place, ouais, malheureusement, mais là, culture, après,
toutes les personnes là qu'on a, tu vois, nous, on a eu aucun churn volontaire. On n'a aucune personne qui est partie, qui a dit je veux partir depuis 4 ans. Pas une Hmm. qui est partie d'elle-même. Donc ouais, c'est cool. Et après, c'est pareil, tu dois mettre des choses en place aussi, tu vois. Enfin, les gens ils s'organisent comme ils veulent. Ils ont congé illimité aujourd'hui chez Skidia. Ils travaillent d'où ils veulent, ils travaillent de chez eux, donc ils peuvent s'organiser comme ils veulent dans leur vie de famille. Ils ont des avantages. Pareil, on est réunis aussi tous les 2, 3 fois par an dans un grand lieu, tu vois, pendant une semaine avec toute Hmm. l'équipe. Ouais, plein de choses qu'on met en place, en tout cas, dès qu'on a la possibilité pour que les gens soient bien. Mais après, la sécurité que t'apporte le CDI aussi, ça fait qu'il faut quand même faire attention parce que quand tu es indépendant, tu es toujours sur le fil du rasoir. C'est ta boîte, c'est toi. Hmm. D'ailleurs, tu l'as dit, trouver le bon partenaire. C'est un partenaire, tu vois. Tu peux Hmm. avoir plusieurs partenaires, tu peux avoir plusieurs boîtes, tu peux avoir des gens qui tournent autour, etc., etc. Et c'est un écosystème où les bons profils se connaissent, tu Hmm. vois, et on sait très bien. Donc ça peut aller vite, tu vois. Donc ça peut aller vite. Et ça, Ouais. faut faire aussi attention. Ouais. C'est une sécurité, on va dire, de pour garder les bons éléments. Mm. Ouais. Exactement. Et en même temps, c'est une force. Le fait qu'ils aient pas toujours cette sécurité, le fait de bosser avec des freelances, ben, ils sont obligés d'avoir la niaque tout le temps, Aussi. tu vois. Parce que la sécurité que t'apporte aussi un CDI peut créer à des moments une passivité ou une suffisance, tu vois, Hmm. par rapport à ce que tu vas faire en disant, bah tiens, j'avais déjà vu moi, ah, tiens, la période d'essai elle est signée, allez, super, maintenant on est tranquille, je vais pouvoir faire mon crédit, je vais pouvoir faire, tu vois. Ah ouais. Là tu fais, ah le bâtard, putain, Euh, Et là, du c'est coup, c'est quoi? chaud. C'est licenciement, c'est quoi? On va avoir des ruptures conventionnelles, mais c'est conventionnel, donc c'est des deux parties. Sinon, après, c'est un licenciement, ça coûte très cher. Hmm. Après, il faut être éligible. Par exemple, un licenciement économique, il faut être éligible à ce dispositif-là, tu vois. Donc, il faut répondre à plusieurs critères pour pouvoir faire un licenciement économique. Que tu peux avoir de la faute grave, mais bon, il faut qu'il y ait une faute, Ouais. tu vois. Enfin, tout ne relève pas de la faute grave. Est-ce qu'une passivité dans ton travail est une faute grave? Non. Hmm. Ouais, va falloir le justifier à chaque fois. Ouais. Voilà, Ouais, une faute même grave. ça te met dans une surcharge mentale, là aussi. Donc, du coup, toi, en tant qu'head of sales, quand tu as des situations comme ça, ton focus, il est porté sur des choses que tu aurais pu peut-être éviter ou pas. Parce qu'il y a certaines choses que hmm. tu peux pas voir d'où elles viennent. Et du coup, toute cette surcharge mentale, elle te fait perdre en lucidité sur autre chose ou en efficacité sur autre chose. Du coup, c'est pas évident, hein. C'est la météo. C'est comme la météo. Ah, Il y a des jours où il fait beau, il y a des jours. quand tu commences à avoir du monde, c'est un peu plus chaud. Et puis, tu vois, comme je te disais, la team sales, c'est pas uniquement des sales, c'est pas uniquement des closers. Tu vas avoir des closers, mais tu vas avoir de la compte management et tu vas avoir des SDR à gérer. Puis après, il y a le rôle de cofondateur aussi à côté. Moi, en réalité, mon rôle de head of sales aujourd'hui, il est plus évolué en rôle de CRO. C'est un peu moins connu. Mais en gros, c'est Chief Revenue Officer. Donc, en fait, c'est plus juste la partie sales qui est la partie vente, c'est la partie revenu au global. C'est comment tu vas faire rentrer des revenus dans la boîte. Donc, tu vas avoir des notions de partenariat, tu vas avoir des notions de marketing, tu vas avoir des notions de développement de nouvelles offres. Tu vas même, nous, pour notre part, une notion de développement de Scalisia en tant que groupe. Donc, la réflexion pour aller monter même d'autres boîtes dans l'écosystème, tu vois, Scalisia et ainsi de suite. Donc là, Hmm. tu es obligé de prendre de la hauteur là-dessus. Mais quand tu prends de la hauteur et que tu rentres dans le macro, ben, tu es moins dans le micro, donc tu es moins avec les équipes. Moi, je l'ai vu entre quand j'avais que des business stratégistes et quand d'un coup, j'ai eu des business stratégistes, des account managers et derrière des SDR ou des setters, mais t'as pas le même temps à allouer avec tout le monde, tu vois, ce qui est Hmm. normal. Puis mon rôle, c'est pas que head of sales, comme je te disais. Tu as le Ouais. pilotage d'une boîte aussi au global. Donc, tu as d'autres équipes, tu as tes associés, tu fais des points, tu as la partie financière. Enfin, Ça va, t'arrives à partir en c'est vacances? beaucoup. Ouais, non, enfin, non, pas trop. Mais ça va. Là, cette année, là, je vais un peu plus me reposer. Et après, c'est l'autonomie, par contre. C'est les process et l'autonomie que tu vas réussir à mettre dans l'équipe, tu vois. Euh, Au début, Hmm. ma plus grande fierté, c'était
Quand je vendais, tu vois, ben, c'était le closing, les résultats personnels et ainsi de suite. Ça, c'était la plus grande fierté, ce que tu arrivais à closer. Donc, tu vois, ce cap symbolique là du million dont on parlait tout à l'heure. Putain, quand tu fais ton million et tout en un an, bah, t'es content, tu vois. Et puis après, tu rentres sur un autre truc. Quand tu as une équipe, la plus grande fierté maintenant, c'est d'avoir pu faire ce transfert de compétences, en tout cas de créer vraiment un pôle et un Ouais, écosystème qui se suffit à lui-même. Et ce qui est antagoniste avec le rôle de manager. Les managers, ils sont persuadés que ils doivent être partout tout le temps. En fait, si tu es partout tout le temps, c'est que t'as pas mis les bons process, c'est que t'as pas la ouais. bonne équipe, c'est que t'as pas la bonne culture et que c'est problématique. Donc en fait, le rôle du manager, il est un peu contradictoire, mais c'est qu'à un moment donné, on est presque plus besoin de toi. C'est de te rendre en fait dispensable. C'est de te rendre dispensable, clairement. Hmm. S'il n'y a plus besoin de toi, ça veut dire que tu as les bons process pour que la boîte elle tourne et que tu as recruté les bonnes personnes et que les personnes elles sont Tu les autonomes. as bien Et formés. derrière, c'est juste coordonner les actions, parler avec l'équipe market, essayer de gérer le truc, faire de la montée en compétences. Bien évidemment, il y aura toujours des Hmm. hauts et des bas. Tu essaies d'anticiper ça, tu essaies de remonter le moral, tu essaies de dynamiser. C'est de l'animation, après, de l'animation commerciale, tu vois. Ça, c'est toujours là. Mais si tu es en train, à un moment donné, toutes tes journées, c'est gérer des merdes et toutes tes journées, c'est lui, il y a un problème, il y a un truc là, ouais, mais là, Ouais. on n'a pas ça, etc., etc. C'est que c'est le bordel, c'est que c'est en train Hmm. d'imploser et ça, c'est pas bon. Faut pas que tu te sentes surmené tout le temps si quand t'es manager. Ouais, je suis entièrement Ou d'accord avec alors t'es un toi. mauvais manager. Ça c'est dit. Jules, on arrive sur la fin. Je te Ouais, remercie infiniment. On est parti en mode avec plaisir, freestyle, mais ça me plaît beaucoup. carrément. On a parlé vente B2B, B2C, on a parlé posture, vente, setting, follow-up, création de contenu. On est arrivé sur le management, recrutement. On a fait vraiment un grand tour. Je te remercie infiniment pour ta présence. Avec plaisir. J'ai hâte qu'on fasse un match retour dans quelques mois pour voir un petit peu l'évolution, voir un petit peu ce qu'on peut partager d'autres. Ça sera avec grand plaisir en tout cas. Et je te remercie encore une dernière fois. Eh ben, avec plaisir. À très vite, Rachid. Salut Bye. à toi.